marchandise philosophique faisant de vous des hommes meilleurs ou réussissant mieux. Bon, le mot très peu pragmatiste n'est pas de moi, il est du fondateur du pragmatisme, Charles Sanders Peirce. Ceci vous donne déjà sans doute peut-être une idée de ce que le pragmatisme tel qu'il l'entend n'est peut-être pas tout à fait dans la ligne droite de ce que pour beaucoup d'entre nous, le pragmatisme, n'est-ce pas, peut donner l'impression d'être. En tout cas, dans l'introduction à son remarquable ouvrage paru en 2014, Evidence Matters, Science, Proof and Truth in the Law, Susan Hart rappelle ce que sont, à son avis, les questions auxquelles un juriste doit aujourd'hui s'efforcer de répondre. Je la cite, la vérité en droit est-elle la vérité, tout simplement, ou bien quelque chose de sui generis? Est-ce qu'un procès, c'est une recherche de vérité, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus ou de moins que cela? Est-ce que les procédures contradictoires, des systèmes de common law, par exemple, promeuvent des verdicts factuellement valides? Est-ce que les règles juridiques qui excluent le témoignage pertinent permettent la détermination exacte de sujets factuels, ou est-ce qu'elles les entravent? Quelle incidence, s'il y en a une, a le calcul mathématique des probabilités sur les degrés standards de preuve invoqués en droit? Quel rôle les données, evidence, statistiques, peuvent-elles jouer de façon appropriée dans la preuve juridique? En quoi les arguments et contre-arguments auxquels on a recours dans les procédures contradictoires diffèrent-elles de ce que font les scientifiques lorsqu'ils cherchent, passent au crible, soupèsent les données dont ils disposent? Comment les cours de justice peuvent-elles au mieux se servir, par exemple, du témoignage scientifique sur lequel elles s'appuient désormais si souvent? Et comment vont-elles distinguer la vraie science des faussaires, le témoignage scientifique fiable de la foutaise non fiable, non-reliable hokum? Ces questions, la reconnaissance de leur importance sont, je crois, pour partie l'une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui et demain, dont j'espère qu'elles permettront de rendre nos idées un peu plus claires et de renforcer les liens que j'appelle vraiment très fortement de mes voeux entre les juristes et les philosophes. Sans doute n'est-ce pas un hasard si c'est une philosophe pragmatiste, et plus encore peut-être une philosophe qui a beaucoup réfléchi sur la philosophie du droit et sur l'épistémologie, et qui est très influencée par le fondateur du pragmatisme, Charles Peirce, qui soulève, et ce depuis un certain nombre d'années, ces questions. Elle est aussi bien placée pour savoir que c'est le pragmatisme qui, à sa naissance, a rapproché pour des raisons qui, nous allons voir, ne sont pas toujours très claires, du reste, philosophes et juristes. Si cette histoire a été contée, et ce, dès les années 1940, notamment par l'un des plus éminents interprètes de Peirce et des pragmatistes classiques, Max Fish, dont j'ai apporté l'ouvrage important ici, que vous pourrez regarder si vous voulez tout à l'heure, eh bien, puis par des auteurs tels que Philip Wiener ou Arthur Lovejoy. Voici encore l'ouvrage de Lovejoy, qui n'est pas facile à trouver, mais que je vous recommande, The 13 Pragmatisms and Other Essays. Eh bien, cette histoire n'est pas toujours bien connue. Aussi vais-je pour l'essentiel ce soir, tout simplement, vous voyez, en rappeler quelques jalons, en réservant pour la discussion et puis pour nos échanges aussi au cours de ces 2 journées, les analyses et les réponses, ou en tout cas des embryons de réponses peut-être, aux questions donc, dont j'ai évoqué la teneur et l'importance en commençant. Mais avant de présenter ce que furent historiquement les liens entre philosophes et juristes, à la naissance du pragmatisme aux États-Unis, comme Grégory l'a rappelé en ouvrant le colloque, peut-être n'est-il pas inutile aussi de rappeler aussi tout de même quelques petites difficultés qui entourent aussi bien le sens du terme, du concept, que la question même de la relative obscurité, justement, qui entoure son origine. Bien. Donc, quelques remarques très générales, si vous voulez bien, d'abord sur le mot. Bon, à ce terme de pragmatisme, et nous l'avons vu tout à l'heure d'ailleurs dans nos échanges déjà, sont communément associés l'utilité, l'efficacité, le sens du pratique, de l'action, un certain goût aussi souvent pour le matérialisme, l'individualisme,
l'hédonisme. On sait en général, mais nous allons justement un peu préciser les choses, qu'il s'agit du courant philosophique le plus influent en Amérique, qu'il est né à Harvard, sous l'impulsion d'une élite composée essentiellement de juristes et de savants, plus que de philosophes, et qui connaîtra ses plus belles heures entre les années 1870 et le premier quart du XXe siècle. Peut-être le pragmatisme est-il, comme aimait à le dire Gérard de Ledal, la philosophie de la philosophie américaine, mais c'est d'abord pour la majorité des esprits un courant animé par une volonté de recherche au contact de l'expérience et de l'action. C'est ensuite le rejet critique de toute philosophie académique, l'ambition de parvenir à certaines fins positives. C'est ainsi, en tout cas, vous voyez qu'historiquement, il séduira tous ceux qui, dégoûtés par la philosophie des supposées abstractions, en lisant William James en 1907, se déclareront pragmatistes, parmi eux le philosophe français de l'action Blondel, mais aussi l'anglais F.C.S. Schiller, les Italiens Papini et Vailati, mais aussi Georg Simmel, il ne faut pas l'oublier, Wilhelm Ostwald, Edmund Husserl, Hausweihinger, Hans Hahn ou encore Henri Bergson, à qui en effet on doit l'introduction de l'édition française des conférences de James sur le pragmatisme, Lalande ou Édouard Leroy. Pour les mêmes raisons à peu près, vous voyez, et hormis un Bergson ou un Lalande dont on connaît les sympathies pour Peirce, rares sont les Européens qui associant le pragmatisme à l'anti-intellectualisme et au matérialisme le plus débridé, c'est ce que nous évoquions justement tout à l'heure au moment du deuxième exposé, ne s'en détourneront pas. Plusieurs ouvrages français donnent très tôt, mais aussi belges, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, donnent une très bonne présentation de ces questions. Donc, au premier chef de René Berthelot, superbe livre, Un romantisme utilitaire, 1911, Dominique Parodi, moins lu, mais pourtant très important, pour vraiment mettre le doigt sur les moments importants, vous voyez, les fractures à ce moment-là. Dominique Parodi, donc La philosophie contemporaine en France, Marcel Hébert, Le pragmatisme, 1910, ou encore Alfred Fouillet, La néosophistique pragmatiste, entre autres choses. Il y a eu énormément de chassés-croisés, vous voyez, au tournant donc, du XXe siècle, avant-guerre, entre tous ces philosophes et, en réalité, les philosophes américains. Bon, donc, il était tenu, vous voyez, et il est encore aujourd'hui, par beaucoup, dès cette époque-là, pour de la non-philosophie, et au pire, car il n'y a rien de pire pour un Européen, pour une vulgaire philosophie du sens commun. Et il n'est pas sûr d'ailleurs que la démonstration en force à l'occasion des dernières élections américaines sur le plan politique, une forme exacerbée justement d'un certain pragmatisme vulgaire, contribue beaucoup à améliorer cette appréciation de la situation. Depuis quelque temps, heureusement, les travaux académiques s'y sont employés depuis une quarantaine d'années, je dirais. On sait mieux donc, que le pragmatisme classique a eu 3 représentants majeurs, que nous avons donc clairement identifiés, Charles Peirce, William James et John Dewey, et en simplifiant bien sûr outrageusement les choses, qu'il a d'abord été essentiellement conçu par Peirce comme une théorie de la signification, reformulée par William James vers 1898, sous la forme principalement d'une théorie de la vérité, puis qu'il s'est développé dans les termes d'une théorie de la recherche ou de l'enquête par John Dewey, avant d'être disséminé, il faut bien le dire, par F.C.S. Schiller et consorts. Bon. Les difficultés, vous voyez, donc commencent très vite, quand même, quand on cherche justement à donner une définition plus exacte du pragmatisme. L'évolution rapide du concept devait dans les faits permettre à Arthur Lovejoy, comme j'ai cité tout à l'heure, de ne recenser pas moins de 13 formes différentes de pragmatisme, et à Schiller de soutenir qu'il y aurait en définitive autant de pragmatisme que de pragmatistes. Je crois que c'est toujours aussi vrai aujourd'hui, et le regretté Jean-Pierre Cometti, dans ses derniers livres, insistait beaucoup sur la taille immense
de la maison pragmatiste et la multiplicité aussi donc, de ses portes d'entrée. D'où l'idée, vous voyez, que le pragmatisme serait finalement davantage un état d'esprit qu'un système philosophique ou un mouvement d'idées bien précis. Peirce n'était-il pas d'ailleurs le premier à dire que des éléments pragmatistes ou pragmatiques, mais au fait y aurait-il une différence entre les deux termes, se retrouvent chez des philosophes aussi différents que Socrate, Protagoras, Francis Bacon, Aristote, Berkeley, Hume, Kant ou Mill. Bon, voici ce qu'il écrivait par exemple, vous voyez, en 1907, dans un projet de lettre qui sera finalement adressé mais rejeté au rédacteur en chef de The Nation et de Atlantic Monthly, donc le manuscrit 318, reproduit en partie dans les Collected Papers, volume 5, 11, 13, et que nous avons traduit en français, donc dans le deuxième volume des œuvres de Peirce, publiées au CERF. Vous trouverez page 20-21. Je relis ce texte car il vous montre aussi à quel point, vous voyez, et le sens du terme et les débuts du pragmatisme ont été très délicats. Voici ce que dit Peirce. Monsieur le rédacteur en chef, les revues philosophiques, partout dans le monde, c'est exactement comme ce qui se passe en ce moment, débordent, comme vous le savez, de pragmatisme et d'anti-pragmatisme. Le numéro de Leonardo, qui m'est parvenu ce matin, contient un texte admirable sur le sujet par un auteur de génie, plein de talent littéraire, Giovanni Papini. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu vent d'une discussion du même genre en Nouvelle-Zélande, aussi actuellement un grand centre. Souvent pourtant, on entend tenir des propos tout à fait désinvoltes, qui montrent que l'on comprend tout à fait de travers ce nouvel ingrédient de la pensée de notre époque. C'est pourquoi j'accepte avec joie votre invitation à expliquer ce qu'est réellement le pragmatisme, comment il est né et vers quoi il tend. Une doctrine philosophique qui se voudrait complètement nouvelle pourrait difficilement manquer de se révéler complètement fausse. Mais s'agissant du fleuve pragmatisme, on peut sans peine remonter le cours de ces petits affluents jusqu'aux temps les plus anciens qu'on puisse désirer. Et il ajoute, Socrate s'est baigné dans ces eaux. Aristote est tout heureux lorsqu'il peut les trouver. On les voit s'écouler là où on s'y attendrait le moins, sous les immondices desséchées de Spinoza. Ces définitions propres qu'Emma laissées concerning humane understanding, je me refuse à en réformer l'orthographe, avaient été lavées dans ces mêmes sources pures. C'est ce milieu, et non l'eau de goudron, qui a donné santé et vigueur aux premiers écrits de Berkeley, sa théorie de la vision et ce qui reste de ses principes. C'est de lui que les conceptions générales de Kant tirent toute la clarté qu'elles peuvent avoir. Il a toujours dit que le pragmatisme était simplement le prolongement du kantisme, avec juste en faisant quelques pas de plus. Bon, si Kant avait été un peu plus malin, il aurait fait ce pas. Bon, il a fait. Voilà. Alors, Auguste Comte donc, a fait de cet élément encore plus, bien plus usage, tout l'usage qu'il pouvait à ses yeux en faire. Mais malheureusement, lui comme Kant, et sous des formes plutôt opposées, avait l'habitude de couper ses eaux pétillantes avec le genre de sédatif mental auquel bien des hommes s'adonnent. Ce qui a toutes les choses d'être profitable si l'on est un homme d'affaires costaud, mais qui appliqué à la constitution philosophique a des effets dévastateurs. Ce à quoi je fais référence, c'est à l'habitude que l'on a de vouer un souverain mépris à l'étude attentive de la logique. Voilà pour le passé. L'ancêtre du pragmatisme est suffisamment respectable, mais son adoption plus consciente, comme lanterna pedibus, dans la discussion de questions obscures et son élaboration en une méthode pour aider l'enquête philosophique est venue la toute première fois de la plus humble souche dont qu'on puisse imaginer. C'est QFD. Bon. Si vous vous référez à l'exemple récent, seraient pragmatistes d'ailleurs des auteurs aussi différents que Dewey, Sellers, Quine, Rorty, Brandon, Price, mais aussi Heidegger, Derrida ou Michel Foucault. Bon. Alors, dès le début, en vérité, la question se pose de savoir quand même quel est l'authentique fondateur du pragmatisme. Qui, à l'origine, écrit Peirce et James, a parlé de pragmatisme? Est-ce moi ou est-ce toi? Bon. Où est-il apparu la première fois imprimé? Qu'est-ce que tu entends par là? Et James de répondre, mais c'est toi qui as invité le pragmatisme. Et je l'ai d'ailleurs reconnu dans une conférence intitulée « Conception philosophique et résultats pratiques ». Donc vous voyez, si l'origine du pragmatisme est assez obscure, il paraît donc correct de dire, comme le suggère Ralph Perry, que, je cite, l'idée sur laquelle c'est Peirce qui fut à l'origine du pragmatisme, a James pour origine. Et d'ajouter que, je cite Perry, le mouvement moderne connu sous le nom de pragmatisme résulte en grande partie de l'incompréhension par James de Peirce. Citation.
Peirce aurait donc le premier, vous voyez, pensé au nom. Mais le nom, finalement, surtout pour un pragmatiste, importe peu. Hein. Sans doute aussi serait-il injuste de soutenir que James a galvaudé le pragmatisme de Peirce en appliquant ce qui était conçu d'abord et avant tout comme une méthode de philosophie et de logique, donc hein, à des questions psychologiques, morales et religieuses. James est, comme Peirce, un immense philosophe. Il n'empêche que très vite, Peirce s'est nettement séparé du pragmatisme de James, peut-être en raison de l'orientation humaniste qu'il en avait donnée, mais surtout, vous voyez, en raison des formations matérialistes et philistines, c'est le terme qu'il emploie, que le terme avait subi. Il n'est probablement jamais arrivé, écrivait Peirce en 1905, qu'un philosophe ait essayé de donner un nom général à sa propre doctrine, sans que ce nom acquiert bientôt dans l'usage philosophique courant une signification bien plus large que celle qui était initialement visée. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a jugé préférable, en raison, vous voyez, moins de l'orientation humaniste que des déformations matérialistes que le concept avait subi de, comme on l'a dit, donner le baiser d'adieu à son enfant et d'annoncer la naissance du pragmaticisme, terme suffisamment laid pour échapper au kidnapping. Bon, alors sans doute a-t-on raison pour mieux cerner l'identité, puisque c'est ça que nous essayons au fond dans ces journées aussi de creuser et de rechercher, de lui associer certaines idées, donc incontestablement l'utilité, l'efficacité, le sens du pratique de l'action, l'anti-intellectualisme, un certain goût, je le répète, pour le matérialisme, l'hédonisme, mais peut-être aussi faut-il à un moment donné se dire que ce n'est certainement pas suffisant, n'est-ce pas, pour retrouver l'identité du pragmatisme, de lui adjoindre ces idées. C'est donc peut-être plutôt du côté de l'attitude des différents philosophes qui se revendiquent, si vous voulez, du pragmatisme, à l'égard de la connaissance, en fait, qu'il faut essayer d'aller, si on veut, je crois, trouver une certaine unité du pragmatisme. Et en tout cas, en un premier sens, on peut retrouver presque tous les pragmatismes, vous voyez, du côté des idées suivantes. 1. Une méfiance commune à l'égard du fondationalisme sous toutes ses formes. 2. Un refus de l'exigence de certitude absolue. 3. Une insistance, en effet, sur les liens que la pensée doit entretenir avec la pratique et l'action. Bon, ça, c'est 3 idées, vous voyez, fondamentales, sur lesquelles je crois tous les pragmatistes, n'est-ce pas, et ça n'est pas déjà quand même un mince point d'accord, si vous voulez, peuvent se retrouver. Mais évidemment, et je reviendrai, il y a des différences sur chacun de ces points extrêmement importantes et qu'on aurait tort, du moins c'est ce que je crois, de sous-estimer. Peut-être aurons-nous donc à nous en souvenir lorsque nous voudrons tirer quelques leçons sur ce que le dialogue entre philosophes et juristes intéressés par le courant du pragmatisme juridique aujourd'hui peut encore avoir, vous voyez, de fructueux. Voici comment, essayons donc de donner quelques précisions pour voir comment ce dialogue s'est noué au départ entre juristes et scientifiques, et très peu de philosophes, donc vous voyez au début, aux États-Unis. Voici comment Peirce raconte les débuts de la création du Metaphysical Club, qui, comme Philippe Weiner l'a montré, était extrêmement important pour lui. C'était Peirce qui accordait le plus d'importance à ce truc. Pourquoi? Bien justement parce qu'il avait une conception foncièrement sociale et scientifique de la pensée. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, précisément, il avait l'idée qu'on ne pense jamais tout seul. Vous voyez, on ne peut pas, alors, il dit le principe social est enraciné dans la logique. Ça veut dire quoi? Très profondément que, vont essayer évidemment à sa critique de l'intériorité, des idées cartésiennes, de l'intuition, de l'introspection. Vous ne pensez jamais, le modèle même de la pensée, c'est pas l'intériorité, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui est public. Et donc, si vous n'êtes pas, vous ne confrontez pas en permanence vos idées, vos raisonnements, vos arguments avec d'autres en face de vous, vous n'arriverez à rien. Vous voyez, donc, on reproche souvent à Peirce de ne s'être pas du tout occupé aux questions sociales, etc. Dans le détail, c'est peut-être vrai, mais en un sens,
si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, mais c'est au principe même de sa conception des relations entre la pensée et l'action. On ne pense jamais tout seul, on a besoin des autres, et on a besoin, donc c'est pour ça que le Metaphysical Club, pour lui, était extrêmement important, parce que c'était le moment où, justement, il pouvait rencontrer, vous voyez, des juristes, des mathématiciens, des scientifiques, pour échanger sur un certain nombre de thèmes qui étaient absolument communs dans la langue commune, si vous voulez, des Bostoniens à l'époque, dans les milieux du savoir. Voici ce qu'il écrit. C'est au début des années 70 qu'une poignée d'entre nous, jeunes hommes du vieux Cambridge, nous intitulant moitié par ironie, moitié par défi, le club métaphysique, le Metaphysical Club, car l'agnosticisme allait alors bon train, il n'avait pour la métaphysique que désapprobation et dédain, prîmes l'habitude de nous réunir, tantôt dans un bureau, tantôt dans celui de William James. Tantôt dans mon bureau, pardon, tantôt dans celui de William James. Cela ne plaira peut-être pas à certains de nos complices du bon vieux temps, qu'on rende ainsi public les 400 coups de ces mauvaises graines que nous étions. Hein, wild old sowings. Bon. Bien qu'en fait de mauvaises graines, il n'y ait guère eu de baisse que des graines bouillies, du lait et du sucre. Mais Mr. Justice Holmes ne prendra pas mal, je crois, que nous soyons fiers de nous souvenir qu'il fut l'un des membres, ni Joseph Warner, Nicholas St. John Green, juriste, talentueux et compétent, disciple de Jeremy Bentham, qui fut l'un de ceux qui, dans le groupe, hein, je cite toujours Peirce, manifesta le plus d'intérêt. Le pouvoir extraordinaire qu'il avait d'enlever à de vieilles formules usées ce qu'elles pouvaient avoir de cérémonieux, en leur redonnant la chaleur et le souffle de la vérité, était ce qui attirait partout l'attention sur lui. En particulier, il soulignait souvent combien il est important d'appliquer la définition donnée par Alexander Bain de la croyance, comme ce à partir de quoi un homme est prêt à agir. De cette définition, dit Peirce, le pragmatisme est à peine plus qu'un corollaire. En sorte que je suis tout prêt à penser que c'est lui le grand-père du pragmatisme. Chauncey Wright, qui était une célébrité philosophique à l'époque, ne manqua aucune de nos rencontres. J'allais l'appeler notre coryphée, mais il vaudrait mieux le décrire comme notre entraîneur de boxe, sparring partner. Un entraîneur que nous, moi notamment, avions coutume d'affronter pour recevoir de sacrés coups. Vous voyez la conception du débat à l'époque. Ce n'est pas en effet de la gnognotte. Bon. Il avait renoncé à l'attachement qui avait d'abord été le sien pour Hamilton et avait adopté les doctrines de Stuart Mill avec lesquelles, ainsi qu'avec l'agnosticisme qui lui était apparenté, il essayait d'amalgamer les idées réellement incongrues de Darwin. Réellement incongrues de Darwin. John Fiske, et plus rarement Francis Ellingwood Abbott, étaient parfois présents, prodiguant leurs encouragements à ce qui animait nos tentatives, tout en se gardant d'acquiescer à leur succès. Wright, James et moi étions des hommes de science, plutôt occupés à scruter les doctrines des métaphysiciens sous leur angle scientifique, qu'à les trouver très impressionnantes, spirituellement parlant. Nous avions un type de pensée décidément britannique. J'étais le seul dans tout le groupe à avoir franchi le seuil de la philosophie en passant par la porte de Kant, et même mes idées à moi prenaient l'accent anglais. Nos séances métaphysiques s'étaient toutes passées sous forme d'échanges, à bâton rompu, et d'échanges à tout le moins rapides pour la plupart, jusqu'au jour où finalement, pour éviter que le club ne disparaisse, sans laisser derrière lui le moindre souvenir matériel, j'élaborais un petit texte exprimant certaines des opinions que j'avais soutenues tout au long sous le nom de pragmatisme. Ce texte fut contre toute attente si bien accueilli que je fus encouragé, quelques 6 années plus tard, à l'invitation du grand éditeur Appleton, à l'insérer en l'étendant un peu dans le Popular Science Monthly de novembre 1877 et de janvier 1878, non sans avoir reçu l'approbation la plus chaleureuse possible du rédacteur en chef spencerien, Dr. Edward Humans. Spencerien, c'est pas à 20 mots, parce que Spencer, c'était justement, si vous voulez, le philosophe mécaniste anti-darwinien, en un sens contre lequel des gens comme Peirce ou Chauncey Wright polémiquaient énormément. Hein. Chauncey Wright était celui qui avait montré comment Darwin était important pour la psychologie et pour la biologie, tout en montrant en même temps que sur le plan de la cosmologie, on ne pouvait pas appliquer l'idée. C'est qu'un point que Holmes avait beaucoup repris d'ailleurs chez Chauncey Wright, il avait dit « j'ai appris de Chauncey Wright que le concept de nécessité était un concept éminemment suspect ». Bon.
et que justement, il faut sans arrêt être très circonspect quand on l'emploie. Bon, donc vous voyez, alors, le même texte paru l'année suivante, poursuit Peirce, dans une rédaction française, heureuse époque, dans la revue philosophique. En ces temps moyenâgeux, je n'ai pas osé, dans la forme imprimée, employer un mot anglais pour exprimer une idée qui était sans rapport avec sa signification reçue. L'autorité de Principal Campbell pesait trop lourdement sur ma conscience. Je n'avais pas encore pris conscience de ce qui est si évident aujourd'hui, à savoir que si la philosophie doit prendre rang un jour parmi les sciences, il faut sacrifier l'élégance littéraire, comme les vieux uniformes brillants du soldat, aux austères exigences de l'efficacité, et encourager, que dis-je, obliger le philosophiste à frapper coin de nouveaux termes pour exprimer tous les concepts scientifiques nouveaux qui peut être amené à découvrir exactement comme on attend de ses confrères chimistes et biologistes qu'ils le fassent. Ça, c'est l'éthique terminologique peircienne qui est très très importante, d'où l'importance qu'il accorde moins au langage ordinaire, ce qui sera le cas par exemple de quelqu'un qui est très proche de lui à certains égards, comme il n'est jamais à la logique, à une éthique terminologique extrêmement précise et qui lui fera construire une véritable sémiotique philosophique pour rendre compte de façon très précise du sens des mots, ce qui lui paraît impossible si on suit uniquement, vous voyez, le langage vernaculaire. Et l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, on est tous un peu perdus quand on utilise le mot pragmatisme, c'est parce que, justement, il s'ouvre, vous voyez, de cette indétermination irréductible qui est liée au langage ordinaire. Alors, le vague du langage ordinaire, il est formidable pour les besoins de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'avoir des mots précis pour dire « je veux une tasse de thé ». Vous vous faites comprendre, n'est-ce pas? Mais dès qu'il en va de choses extrêmement importantes, comme le savoir, où vous devez éviter les ambiguïtés, oui, vous avez besoin d'introduire quelque chose comme de la précision, de lever les ambiguïtés, et très souvent, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin, en effet, ou de logique, ou bien d'un traitement formel, et c'est la raison pour laquelle, en particulier, Peirce avait jugé nécessaire, vous voyez, d'avoir une sémiotique extrêmement sophistiquée, avec des index, des symboles, des icônes, tout un traitement aussi, des arguments, vous voyez, bon, qui lui permettait de rendre compte de la manière dont on pouvait rendre nos idées claires. Bien. Donc, vous voyez, donc, il faut donc sacrifier. En vérité, à cette époque, une telle confraternité est tenue dans le mépris, d'un côté comme de l'autre. Un état de sentiment scientifique qui est lamentable, mais qui n'est pas surprenant. En 1893 encore, alors que j'aurais pu assurer l'entrée du terme pragmatisme dans le Century Dictionary, il ne me sembla pas qu'il fût suffisamment en vogue pour que l'on pût franchir ce pas. Fin de citation. Le texte est page 23 dans le volume des œuvres. Bon, vous voyez, à la lumière donc de ce que dit Peirce, mais des informations aussi qui nous sont données par Max Fish, par Perry, par Wiener ou Lovejoy, on peut préciser un peu ce que fut la place des juristes lors de la naissance du pragmatisme. Et en particulier, vous voyez, cette obscure genèse du pragmatisme dont parle Wiener, s'éclaire singulièrement lorsque l'on voit un petit peu, lorsque l'on va au plus près des informations dont on dispose depuis les années 40, en fait, puisque les textes Fish datent de 42, et dans ce texte très important, c'est le Justice Hall, The Prediction Theory of Law and Pragmatism, que vous trouvez donc reproduit dans le volume Peirce, Semiotic and Pragmatism, Essays by Max Fish, dont je vous recommande vraiment la lecture, parce que c'est une mine, n'est-ce pas, sur le plan historique et puis sur le plan de l'intelligence de l'histoire des idées, de l'histoire intellectuelle. Bon, Fish rappelle dans ce texte que la Common Law de Oliver Holmes était, dit-il, pleine de l'esprit du pragmatisme, depuis les phrases retentissantes dans lesquelles son thème était annoncé. La vie du droit n'a pas été la logique, elle a été l'expérience, jusqu'à la fin. The life of the law hasn't been logic, it has been experience. Fish va même jusqu'à suggérer que la maxime pragmatiste de Peirce, sur laquelle je vais revenir, a peut-être bien été une généralisation, en fait, de l'idée de Holmes selon laquelle le droit, c'est la prédiction, et non l'inverse. Donc ce serait peut-être bien le juriste lui-même qui est à l'origine, vous voyez, de cette idée forte du droit comme prédiction qui va jouer un rôle si important
dans la forme que va dérouler Peirce, vous voyez, et du pragmatisme, notamment dans sa métaphysique scientifique réaliste, et dans la manière dont il va aborder la conception des lois de la nature, mais aussi des lois de l'esprit. Bon. On tient habituellement que le nom de pragmatisme fut suggéré par Kant, la doctrine selon laquelle, par réflexion sur les méthodes des sciences expérimentales, à la lumière de l'empirisme britannique, quelle que soit l'assertion que vous fassiez à un expérimentaliste, dit Peirce, soit il comprendra qu'elle signifie que c'est une prescription donnée pour une expérimentation peut jamais être ou être exécutée en acte, une expérience d'une certaine description en résultera, soit il ne verra absolument aucun sens dans ce que vous dites. 5.411. Je suggère que, dit Fichte, que les méthodes du juriste professionnel, qui était Holmes, ont tout autant à voir avec ceci. Peirce, en fait, professait de n'avoir lui-même, de n'avoir rien fait d'autre que suivre la voie de l'un des juristes du groupe, une intelligence merveilleuse, celle de Nicholas St. John Green, dont vous voyez tout à l'heure à quel point il a fait, n'est-ce pas, un éloge dithyrambique. Donc, prenons, si vous voulez, de façon un peu plus précise, le deuxième juriste du club, Oliver Holmes, qui est traditionnellement, historiquement considéré comme le premier représentant du pragmatisme juridique. Bon, une fois encore, il n'était pas le seul, donc je le précise, dans les juristes, au moment de la naissance, il y avait d'autres, notamment St. John Green, aussi, fils, il y avait aussi Gray. Bon, c'était des juristes de métier, n'est-ce pas? Green faisait des cours sur le droit criminel, Gray sur le conflit des lois sur les preuves, Holmes sur la jurisprudence. Holmes avait succédé à Gray comme rédacteur en chef de l'American Law Review et il révisait les Commentaries on American Law de Kent avec l'aide de Warner, qui était alors étudiant à la Law School. Donc Gray s'était déjà lancé dans les deux tâches qui devaient le rendre célèbre, un livre sur les règles, qui devait être un manuel modeste, et un livre sur la jurisprudence analytique. Mais plus important encore, évidemment, c'est le fait que l'administration de Langdale ne faisait que commencer à cette époque à la Law School. Je dis ça pour les juristes qui s'intéressent à l'histoire des idées juridiques. Je pense que c'est intéressant pour eux de voir comment, vous voyez, les choses s'articulent aux États-Unis et presque un tout petit peu plus tard, comment les choses vont se passer, vous voyez, en Europe. Bon, alors, avec deux innovations sur lesquelles Holmes et Gray avaient des doutes, mais à quoi ils étaient à l'époque tout à fait convertis, savoir la méthode d'instruction par cas et le traitement des responsabilités civiles, comme étant un sujet séparé. Le premier manuel de cas en usage dans l'enseignement, c'était le Selection of Cases in the Law of Contract de Langdale, où il était dit dans la préface, Law, je cite le terme en anglais, Law considered as a science, consists of certain principles or doctrines. Each of these doctrines arrived at its present state by slow degrees. It is a growth extending in many cases through centuries. This growth is to be traced in the main through a series of cases. Bon. Holmes, en faisant le compte rendu, disait ceci, je cite, tracing the growth of a doctrine in this way not only fixes it in the mind, but shows it meaning, extent, and limits as nothing can. Cela confirmait ainsi une remarque qu'avait faite Holmes auparavant, à savoir que les juges savent comment décider bien avant qu'ils ne sachent pourquoi. Judges know how to decide a good deal sooner than they know why. Mais ils ne partageaient pas, à l'époque, la croyance de Langdale dans l'étude de cas, vous voyez, l'exclusion de manuel. Quant à Nicholas Green, comme je l'ai dit, il avait la charge du cours sur les responsabilités et avait rédigé donc un manuel. Ce qui lui avait valu de la part de Holmes, lorsqu'il en fit le compte rendu, le fameux mot « Nous sommes enclins à penser que les responsabilités civiles ne sont pas un bon sujet pour un manuel de droit. » Mais il appelait néanmoins de ses voeux un regroupement, vous voyez, des matières et leur traitement philosophique comme devant être partie intégrante de l'ensemble du corpus juridique et espérait que Green appliquerait, je cite, son subtil et patient intellect à la tâche. Donc vous voyez, s'agissant de Nicholas St. John Green, on notera avec intérêt l'information que donne Max Fish, savoir que peu avant que le Metaphysical Club n'ait commencé ses séances, Green avait fait le compte-rendu détaillé d'un traité sur le droit de négligence, dont l'éditeur se vantait que les auteurs aient construit un plan à la fois philosophique et pratique. Green observait qu'il y avait bien quelque chose de pratique, mais qui n'était en aucun sens philosophique. Voici ce qu'il disait. It's the first requisite of a philosophical treatise that its subject should be philosophically defined. A true definition is an analysis. Negligence is a legal truth. Like other legal truths,
its meaning is complex. A separate statement of each of the elements which go to make up that meaning is essential to its definition. J'attire votre attention sur ce point, parce que vous voyez combien ceci est quand même déjà très différent d'une formulation d'un élève de Bentham. Vous voyez, c'est l'idée que la signification, si vous voulez, et tous les termes juridiques doivent tenir compte, si elles veulent avoir, si on veut leur donner un sens, aussi des moyens empiriques que nous pouvons avoir de les vérifier. Donc c'est déjà très très différent du benthamisme. C'est d'ailleurs sans doute l'une des raisons pour lesquelles, moi je ne retrouve pas le texte ici, mais Holmes avait dit d'ailleurs que oui, ben, effectivement, il n'était pas complètement benthamien, finalement, il était obligé d'introduire un petit peu d'eau dans son vin. Bon, revenons quand même justement plus précisément à Holmes, si vous le voulez bien, car c'est lui qui est sans conteste au cœur des liens qui se tissent, vous voyez, à ce moment-là, entre les philosophes et les juristes, et entre les savants aussi, et les juristes. Les philosophes qui étaient là, c'était tous des savants. James en psychologie, Peirce aussi en psychologie. Je signale au passage que, contrairement à une certaine imagerie, c'est Peirce qui a conseillé à William James d'aller suivre des cours de psychologie expérimentale en Allemagne auprès de Wundt et Fechner. Que c'est Peirce qui, le premier, a écrit des textes de psychologie expérimentale, qui a fait des mesures sur les différences de sensations, sur les couleurs, etc. Donc, quand on présente William James comme le grand psychologue du pragmatisme, on ferait bien d'aller un petit peu regarder aussi ce qui se passe du côté de Peirce. Bon, voilà, je dis ça au passage parce que, vous voyez, il y a une idée, des imageries et des manières de cataloguer les esprits qui sont vraiment absolument désastreuses. Donc, il faut en permanence un petit peu rectifier. Alors, donc, en tout cas, vous voyez, même si Peirce, comme je l'ai montré dans le texte, évoque l'appartenance de Holmes au Metaphysical Club, Holmes était quand même déjà impliqué bien avant la première séance du club dans les discussions avec les pragmatistes. Perry, par exemple, rappelle cette lettre que lui écrit William James de Berlin en 1868. When I get home, let's establish a philosophical society to have regular meetings and discuss none but the very tallest and broadest questions, to be composed of none but the very topmost of Boston manhood. Alors, fils d'un médecin et poète bien connu, bon, alors, Peirce, incidemment, avait épousé la première féministe américaine, mais il en avait vite divorcé. Donc, il a épousé ensuite une Française, paraît-il, d'origine gitane. Enfin, c'était un type un peu spécial, mais en tout cas, donc pour un type qui n'était pas tellement au fait des choses sociales, ça ne m'avait pas empêché d'épouser une féministe. Bon. Alors, donc, fils d'un médecin, là encore, parce que l'imagerie du Peirce, complètement logicien dans sa tour d'ivoire, qui n'a aucune idée de ce qui se passe, à d'autres. Bon, alors, donc, fils d'un médecin et poète bien connu, Holmes était assurément l'un des meilleurs esprits de la jeune haute société bostonienne, et en 1868, il avait déjà fait ses premiers pas sur le chemin qui devait le conduire à la Cour suprême du Massachusetts d'abord, puis des États-Unis. Après avoir reçu son diplôme en 1861 à Harvard College, servi dans l'armée de l'Union 3 années durant la guerre civile, il avait terminé son droit en 1866. Mais avant de tourner son esprit vers les affaires plus sérieuses du droit, Holmes avait en effet mangé de ces mauvaises graines métaphysiques, en lisant notamment les empiristes et les positivistes, le malheureux. Et comme le rappelle Philippe Wiener, il avait aussi suivi les cours donnés par Peirce en 1866 sur la logique de la science. Bon. Il n'en est pas moins vrai, à en croire en tout cas Fish, qu'après l'hiver 71-72, Holmes n'assista que rarement aux séances du Metaphysical Club. Et il ne s'allia pas non plus officiellement, le malin, avec le pragmatisme, ce qui n'a rien en même temps de surprenant, si vous songez que son fameux livre The Common Law, de 1881, et sa non moins fameuse conférence The Path of the Law, de 1897, furent publiés avant que le terme pragmatisme donc ne fasse son apparition officielle en un sens philosophique nouveau dans la conférence de William James de 1898 à laquelle fait allusion Peirce,
philosophical conceptions and practical results. Donc, ce qui apparaît même plus tôt, vous voyez, c'est que Holmes ne distingue pas clairement le pragmatisme de James de sa doctrine donnée dans The Will to Believe, la volonté de croire, que certains avaient moqué en appelant la volonté de faire à croire, pour se moquer de ce qu'on appelle le volontarisme doxastique jamesien. Bon, c'est un vaste sujet, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, il rejetait aussi, en la qualifiant d'amusante fumisterie, amusing humbug, donc la position de William James. Hein. Et lorsque plusieurs années plus tard, Holmes prend connaissance de l'anthologie faite par Maurice Cohen de certains écrits de Peirce, ce qui le frappe, semble-t-il, surtout, c'est ce qu'il tient pour une curieuse faiblesse de Peirce pour ce qu'il appelle le wishful thinking en direction de la religion, en dépit de sa dévotion pour la logique. The direction of religion struck despite his devotion to logic. Bon, donc vous voyez, il n'en reste pas moins que de nombreux sont les juristes et les historiens de la philosophie qui voient en Holmes le premier pragmatiste juridique, et je crois pour de bonnes raisons, car on retrouve en effet chez lui bon nombre de thèmes présents dès leur origine, vous voyez, chez les pragmatistes, dont Susenak a de façon très convaincante, je crois, repéré à la suite de Max Frisch, les plus importants, que je vais donc, pour ma part, reprendre ici très brièvement. Je vous renvoie donc pour le détail au remarquable papier de Susenak, publié en 2011 dans le European Journal of Pragmatism and American Philosophy, qui s'appelle Pragmatism, Law and Morality, The Lessons of Buck versus Bell, où elle étudie, vous voyez, un cas problématique de jugement passé par Holmes, et montre en quoi, justement, le type de pragmatisme et certains thèmes que Holmes reprend au pragmatisme permet de comprendre en même temps et d'excuser d'une certaine manière, vous savez, la mesure que Holmes avait prise concernant, vous vous souvenez, un cas très douloureux qui mettait en question justement l'eugénisme. Hein, le droit qu'on considérait que l'on pouvait avoir de stériliser, n'est-ce pas, certains esprits mentalement. Holmes, dans cette affaire, a été extrêmement, a été accusé, si vous voulez, d'avoir passé là quelque chose qui n'était pas conforme à la morale et d'avoir, au fond, pratiqué en même temps, d'avoir été victime d'une forme, ce que William James aussi considérait, en l'accusant de nihilisme ou de scepticisme moral. Bon. Donc Holmes a été accusé de tous les maux à ce moment-là, et sans doute y a-t-il lieu de contester en effet certaines choses qu'il a faites, mais pour comprendre en même temps sa position, il faut certainement aller beaucoup plus au fond, vous voyez justement, de la perspective foncièrement pragmatiste, mais au sens premier du terme, si vous voulez, dont on peut justement déceler au moins 7 formes, n'est-ce pas, que je vais donc, à la suite de Hack, récapituler brièvement. Les thèmes donc, que vous trouvez communs à ce moment-là, entre justement quelqu'un comme lui, et donc les juristes, vous voyez, du groupe, et les scientifiques philosophes qui étaient présents et qui ont donc été au cœur même de ce qui a caractérisé le mouvement pragmatiste à son entrée, c'est l'idée dont j'ai déjà parlé, l'idée du droit comme prédiction. Vous vous souvenez, dans Law as Prediction, dès 1872, Holmes écrit, je cite donc en anglais, In a civilized state, it's not the will of the sovereign that makes lawyers law, even when that is its source, but what the judges, by whom it is enforced, say is its will. Il revient en 1897 sur ce thème, dès les premières lignes de The Path of the Law. L'objet de l'étude juridique, écrit-il, is prediction, the prediction of the incidence of the public form through the instrumentality of the courts. Et ajoute au paragraphe suivant, a legal duty so called is nothing but a prediction that if a man does or omits certain things, he will be made to suffer in this or that way by judgment of the court, and so of a legal ground. Autrement dit, ce sur quoi Holmes met bien l'accent, c'est sur le fait que ce qu'un avocat qui conseille son client, au fond, a besoin de savoir, si vous voulez, ce n'est pas the will of the sovereign, ou les règles telles qu'elles sont écrites dans les statuts ou dispositions légales. C'est un point dont a parlé Stéphane tout à l'heure, justement, il a montré que chez Dewey, ça prenait une importance très très forte, mais plutôt la manière, vous voyez, dont ces dispositions seront interprétées et mises en œuvre par les cours de justice.
Bon, mais vous voyez, sans même déjà parler de jouer, c'est ce qui est inscrit même dans l'énoncé de la maxime pragmatiste peircienne, je vous rappelle, consider what effects that might conceivably have practical bearings. We conceive the object of our conception to have, then our conception of these effects is the whole of our conception of the object. Et vous avez aussi une affinité encore plus grande avec William James, aussi, the effective meaning of any proposition can always be brought down to some particular consequence in our future practical experience. There can be no difference that doesn't make a difference. No difference in abstract proof that doesn't make a difference to concrete facts. Donc vous voyez apparaître ce souci commun à tous les pragmatistes qu'on avait déjà repéré chez Nicholas St. John Green, n'est-ce pas? Savoir échapper au verbalisme, clarifier au préalable, c'est la première chose à faire, le sens de nos énoncés, en faisant référence aux conséquences, en tout cas aux conséquences possibles, vous voyez, ou aux conséquences concevables, n'est-ce pas? Donc c'est très important d'introduire aussi cette dimension de possibilité réelle dans, évidemment, l'examen même des effets et des conséquences. Bon. Donc cette tendance critique ou thérapeutique du pragmatisme est bien sûr bien connue. C'est celle qui vaudra à Peirce en particulier d'être proclamée à la fin des années 30, le précurseur de l'empirisme logique, par Ernst Nagel, tendance hostile à la métaphysique, donnant l'exemple d'une philosophie adaptée à la science, se réclamant de l'empirisme et du laboratoire, et orientée vers le monde. Comment ne pas voir un ancêtre du critère positiviste de sociabilité dans la fameuse formule, en effet, de l'article. Donc Peirce fut indéniablement l'un des premiers à mettre à l'épreuve la signification, notamment de la métaphysique, par l'analyse logique de ces énoncés, et à proposer par là même une nouvelle manière, vous voyez, visant à clarifier plutôt qu'à produire des thèses. Vous voyez donc pourquoi aussi ce point est quelque chose qui le rapproche évidemment de quelqu'un comme Wittgenstein. L'idée c'est la philosophie, le pragmatisme, dit-il, n'est en soi aucune doctrine de métaphysique, aucune tentative pour déterminer une quelconque vérité des choses, c'est simplement une méthode pour établir la signification des mots difficiles et des concepts abstraits. Le pragmatisme n'est pas une Weltanschauung, c'est plutôt une méthode de réflexion qui a pour but de rendre les idées claires. C'est une maxime de logique, non un sublime principe de philosophie spéculative. C'est pourquoi le pragmatisme ne résout aucun problème réel, il montre seulement que les problèmes supposés ne sont pas des problèmes réels. Je pense que, même si Dewey est très différent de Peirce sur bien des points, l'accent que met aussi Dewey, si vous voulez, dans l'idée qu'une situation difficile, y compris en droit ou politique, c'est une situation dans laquelle d'abord on pose les questions, si vous voulez, en termes de problèmes à résoudre. Vous voyez, si on ne sait pas comment on pose les questions, si on n'est pas capable d'identifier les problèmes, c'est même pas la peine d'aller chercher une réponse. Vous voyez, donc il y a d'abord cette dimension critique et thérapeutique qui est extrêmement importante et qui devrait être si importante aujourd'hui, me semble-t-il, dans toute forme que pourrait prendre, je crois, le pragmatisme juridique. Bon. Donc vous voyez, c'est un point, je crois, que là encore, on peut certainement creuser. Bon, deuxième thème, j'essaie d'aller un peu plus vite. Deuxième thème que vous retrouvez, vous voyez dès l'origine, le développement et l'adaptation des concepts juridiques. Donc c'est l'idée que, en effet, vous devez, l'interprétation du droit par les juges a pu avoir, dit Holmes, avec les nécessités ressenties du temps, les théories morales et politiques pertinentes, même les préjugés que les juges ont en commun avec leurs semblables, qu'avec les implications impeccablement logiques des dispositions légales. The pristinely logical implications of statutory provisions. Donc il suggère que les raisons pour lesquelles les concepts juridiques changent et évoluent dans le temps donnent lieu à des sens plus modernes, comme ceux de négligence coupable d'un agent humain, n'est-ce pas, tiennent au fait qu'il y a une sorte d'élasticité inévitable, mais aussi souhaitable, vous voyez, des concepts juridiques, qui permet donc à la loi de s'adapter à de nouveaux savoirs, à de nouvelles technologies, à des coutumes, à des valeurs sociales nouvelles. Donc, il y a cette dimension dont nous avons parlé tout à l'heure, justement aussi à propos de Dieu. Mais ceci signifie en retour que, vous voyez, cette élasticité des concepts juridiques rend difficile que l'on conçoive un système juridique de façon purement axiomatique, comme si on avait un système de vérité conceptuelle, juridique, fondamentale, dont on pourrait tout simplement déduire des décisions correctes.
Ce qui était justement le modèle proposé par Langdell, premier dean de la Harvard Law School, à qui Holmes devait décerner le titre ironique de plus grand théologien juridique vivant. Bon. Si encore, mais encore, vous voyez, les idées de Holmes sur l'évolution des concepts juridiques sont en plein accord, c'est ça qu'il faut que vous voyez bien, avec l'évolutionnisme global, que Peirce s'appelle aussi de ses voeux, et qui ne se limite pas à la théorie darwinienne, dont l'influence, comme je l'ai dit, se fait certes de plus en plus pressante, mais que tous les membres du Metaphysical Club, si vous voulez, pensent qu'elle doit apparaître dans tous les domaines du savoir, n'est-ce pas? En psychologie, en biologie, on doit retrouver les incidences, y compris aussi, pour Peirce, justement, dans sa cosmologie, dans sa sémiotique philosophique, foncièrement triadique et anti-réductionniste. Et donc, dans cette capacité que nous avons des concepts et des signes, de leur signification, donc du côté du signe, chez l'objet, de l'interprétant, à croître indéfiniment. Donc vous trouvez justement l'expression dans les conférences de 1866 auxquelles assiste Rawls. Science is continually gaining new conceptions, how much more the word electricity means now than it meant in the days of Franklin. Bon. Symbols grow, a symbol, once in being, spreads among the peoples, in use and experience, its meaning grows. Such words as force, wealth, law, marriage, bear for us a very different meaning than they bore for our barbarous ancestors. Bon. Donc vous voyez, Holmes ne partage pas seulement avec Peirce l'idée que les significations s'accroissent, mais il a la même évaluation que lui sur le fait que l'enrichissement de notre vocabulaire, loin d'être un obstacle à la rationalité, permet au contraire de favoriser, si vous voulez, la flexibilité, l'adaptabilité cognitive aux changements de situation qu'exige une authentique rationalité. Troisième thème, l'évolution des systèmes juridiques. Bon, the common law is not some brooding omnipresence in the sky, but the articulate voice of some sovereign or quasi-sovereign that can be identified. The law of some state. Comment dit, c'est là encore l'idée qu'il n'y a pas un ordre juridique, si vous voulez, qui vient de nulle part, omniprésent, mais que le droit doit tenir compte des situations, des contextes, et donc que la common law, comme il le dit dans The Path of the Law, a évolué comme une plante qui grandit, s'étale, mute et s'adapte à de nouvelles niches. Je cite, The development of the common law has gone on for nearly 1,000 years, each generation taking the inevitable next step, mind like matter, simply obeying a law of spontaneous growth. Donc vous trouvez, vous voyez, toutes ces tendances évolutionnistes dans la pensée juridique de Holmes, mais elles sont au cœur, vous voyez, de ce qui se dit, ce qui se pense à ce moment-là dans le Metaphysical Club et donc dans l'ambiance, si vous voulez. Chez Peirce, ça prendra la forme de ce qu'il appelle le développement naturel de la raisonnabilité concrète. L'idée, on doit avoir un évolutionnisme intégral, dit-il, ou rien du tout. Quatrième thème, le gradualisme, c'est-à-dire la plupart des différences qu'il y a, si vous voulez, quand on les analyse de près, sont des différences de degré et pas de nature. Donc, le droit, évidemment, est obligé toujours d'avoir des frontières bien précises. Vous êtes obligé, quand vous faites le droit, n'est-ce pas, de dire à partir de quel âge un jeune homme devient un adulte, à partir de quand, n'est-ce pas, de combien de grammes d'alcool dans le sang, vous êtes en situation d'ébriété ou pas, bien entendu, n'est-ce pas. Mais en même temps, il faut bien toujours se souvenir que ce type de lois qu'on érige sont foncièrement artificielles, n'est-ce pas, et que par conséquent, par ce fait même, il faut en permanence essayer de lutter contre toutes les formes de dualisme artificiel quand ils le deviennent trop. L'idée encore est une idée que reprendra Dewey, bien sûr, et qui est extrêmement importante pour comprendre, si vous voulez, cette notion d'évolution, mais graduelle, par degrés, et foncièrement continuiste, n'est-ce pas? Peirce défendait une forme de position sunéquiste, tuquiste et agapiste de l'univers. C'est l'idée qu'il faut voir les choses selon des continuités, si vous voulez, beaucoup plus que selon des morceaux complètement sans rapport les uns avec les autres. Cinquième thème, le passé et l'avenir du droit. Holmes dit on ne peut pas considérer notre système juridique autrement qu'en examinant son histoire et les circonstances qui ont permis à tel ou tel droit d'apparaître. Sixième thème, je suis obligée d'aller vite parce que nous manquons un petit peu de temps,
Importance aussi de Holmes et donc de tous les membres de ce groupe, vous voyez bien, l'importance, la pertinence que revêt pour comprendre ce qui se passe dans tout domaine du savoir, et le droit n'y échappe pas, de l'expérimentalisme, des sciences et des sciences sociales, n'est-ce pas? Combien les sciences sociales sont importantes pour comprendre, par exemple, ce qui se passe dans le domaine de la psychologie criminelle. Vous voyez, comment on est obligé de faire appel. Donc il y a une approche scientifique absolument qu'on a reproché à Holmes, justement, en disant mais il est beaucoup trop positiviste, vous voyez. Mais tout simplement, c'est parce qu'il faisait comme il croyait devoir faire, c'est-à-dire comme un homme de laboratoire doit procéder, et il avait, à mon sens, raison. Cinquième thème, enfin, le faillibilisme moral. Je crois que c'est Sudonak insiste sur ce point, elle a tout à fait raison. C'est l'idée justement qui est évidemment qui va de pair, si vous voulez, avec toutes les idées que nous venons de voir. À partir du moment où vous distinguez, vous insistez à ce point sur l'idée que la connaissance est quelque chose qui évolue, qui doit tenir compte des changements, qui doit être contextualisé, qui doit être attentive à ce qui se passe dans la réalité, qui doit ne pas être complètement en apesanteur. Il est évident que vous êtes obligé quand même d'avoir une certaine conception assez hostile à tout ce qui peut faire référence à une forme de certitude absolument établie, dogmatique. La faillibilité, dit Peirce, ça ne concerne le pape, mais c'est tout. Bon, donc, en dehors de ça, c'est le faillibilisme qui prévaut, c'est-à-dire toujours la possibilité, non seulement que les certitudes auxquelles nous parvenons, peut-être on va être obligé de les balancer complètement par-dessus bord. Si l'expérience vient nous casser la tête, hein, c'est le réalisme peircien fondamental, si la secondness, c'est-à-dire si l'expérience vient nous dire mais ça ne va pas, mais si ceci et cela, voilà. Ce qu'on croyait le plus fort que l'on croyait, n'est-ce pas? Et à ce moment-là mis en doute, et donc toute la chaîne, si vous voulez, croyance, doute, se met en place, et on est obligé de réviser toutes les croyances. Ça revient à dire que la certitude absolue, l'universalité absolue, c'est des chimères. Alors vous comprenez bien, évidemment, qu'à partir de là, dès lors qu'on insiste sur toutes ces idées si importantes, et dont je pense qu'elles continuent pour nous d'être extrêmement riches, et qu'elles doivent alimenter la réflexion tant des savants que des philosophes et que des juristes, me semble-t-il, c'est évidemment, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre Le doute en question. Je crois que, si vous voulez, la grosse difficulté, qu'avait bien perçu Putnam, du reste, hein, qui a fait l'éloge du pragmatisme parce qu'il a dit que la grande force du pragmatisme américain, c'est d'avoir essayé de défendre une forme de faillibilisme tout en évitant un scepticisme radical. D'avoir trouvé une voie médiane, si vous voulez, entre les rochers glacés de l'infaillibilisme, n'est-ce pas, mais aussi les déserts irresponsables que constitue au fond une forme de scepticisme pyrrhonien qui ne prendrait pas en position et qui dirait je ne sais rien, pas. Ou peut-être que je sais, peut-être que c'est ça parfois. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Il me semble que, si vous voulez, il y a beaucoup d'aspects, et je crois, pour revenir à ce que je disais au début, très rapidement, j'ai dit que c'était quand même, me semble-t-il, la position que les pragmatistes, vous voyez, prenaient ensuite sur la connaissance, qui, en dépit des points communs qu'ils ont, qui allaient, me semble-t-il, ensuite les différencier. Or, je pense que, si vous voulez, il y a deux choses que je souhaiterais dire pour terminer. Qu'est-ce que j'entends par là? Premier point, de dire que ce qui compte pour un pragmatiste, c'est l'expérience plutôt que la logique. Pour certains, ça peut vouloir dire que ce qui compte, c'est le Weltbegriff plutôt que le Schulbegriff, pour reprendre la distinction kantienne, c'est-à-dire les valeurs de la vie plutôt que les valeurs de la connaissance. Je pense qu'il y a un clivage qui se fait beaucoup aujourd'hui chez différentes formes de pragmatisme contemporain entre ceux qui considèrent que ce qui est plus important, si vous voulez, c'est de valoriser ce qui relève de la vie plutôt que ce qui relève de la connaissance. Le problème que je vois, et c'est ce qui explique le succès, je crois, nous aussi, de certains auteurs comme James, qu'on pense plus proche, par son bergsonisme aussi, de certaines formes, si vous voulez, d'humanisation, comme Putnam y a beaucoup insisté aussi, une manière de nous donner une forme de réalisme à visage humain. Bon. D'être attentif au cri des blessés. Bien.
J'espère vous avoir montré que ce n'est pas forcément quelque chose à quoi un Peircien est insensible. Simplement, il procède différemment. Il considère lui aussi que, par exemple, les questions éthiques sont au centre. Les questions éthiques sont centrales, n'est-ce pas? Toute la question est ensuite de voir comment vous essayez de comprendre les liens entre la connaissance, la pensée théorique, et puis la pratique. Alors, je crois que c'est là que se fait vraiment la distance la plus importante. Le problème que je vois, c'est que si on est touché, comme on doit l'être, par la fragilité d'un certain nombre de choses, et donc les 7 thèmes que je viens d'énumérer, alors en effet, on ne peut pas ne pas être conscient du fait que la connaissance est quelque chose d'extrêmement fragile, mais du même coup aussi, de ne pas se dire qu'au fond, le monstre sceptique, il est très proche de nous. Comment est-ce que nous allons pouvoir dire que nous connaissons quelque chose, si vraiment tout est faillible, si tout évolue, si tout est contextuel, etc. Vous voyez? Bon, et évidemment, la tentation est grande de dire, bon, au fond, comme on ne sait pas grand-chose, on suspend notre jugement, ou on dit, à la limite, on brûle tous les livres et puis on s'occupe de la vie. Bon. Donc, il y a différentes formes, j'ai essayé d'analyser, notamment chez William James, mais aussi chez d'autres auteurs contemporains, notamment chez Wittgenstein, qui a une forme de pragmatisme, et qu'on trouve aussi cette forme de pyrrhonisme chez lui, si vous voulez, qui me semble être la justification doit s'arrêter quelque part, parce qu'on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Je pense qu'à ce moment-là, on baisse un peu les bras. Je pense que la force du réalisme peircien, c'est pour ça que j'ai toujours pensé pour ma part que le pragmatisme impliquait non pas le nominalisme, mais le réalisme. C'est qu'on doit pouvoir s'atteler, si vous voulez, à la tâche. C'est-à-dire qu'on doit considérer avoir une forme d'humilité raisonnée, si vous voulez, mais pas justement de baisser les bras, ce que fait un peu trop, à mon sens, William James, de considérer qu'il y a encore un certain nombre de problèmes que nous pouvons résoudre. Et ça, c'est la position de l'homme de laboratoire. C'est la position de celui qui se dit, attendez, la science, elle va peut-être nous apprendre quelque chose, ou simplement aussi la discussion entre nous, les dialogues que nous allons pouvoir mener entre différentes sciences. Vous voyez. Donc c'est faire confiance, n'est-ce pas? Faire confiance, si vous voulez, ça c'est l'esprit des Lumières peirciens, dans la capacité de la rationalité, de la connaissance à favoriser le progrès. Et ça, je crois que c'est ce qui me fait penser que la meilleure manière de répondre à ces difficultés que tous les pragmatismes identifient parfaitement bien, c'est à leur honneur, suppose à un moment donné, vous voyez, de fait, qu'on fasse un choix. Qu'on fasse un choix entre ce qui paraît important sur le plan de est-ce qu'on peut vraiment connaître ou pas, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais si on peut connaître, alors on y va, et puis on essaie de voir comment on peut. Et il me semble que les questions par lesquelles j'ai commencé, en rappelant Susanna, qui est comme moi très attentive à l'héritage peircien dans l'école pragmatiste contemporaine, et en droit en particulier, c'est de montrer que oui, on a encore des histoires à raconter sur la justification, la preuve, on a des histoires à raconter sur les meilleures manières de développer nos modes d'argumentation, développer une théorie de l'abduction, voir comment une déduction peut aussi, vous voyez, être enrichie, que c'est plus une forme complètement corollarielle. Il y a des analyses très fines de Peirce sur les raisonnements corollariels et théorématiques. Enfin, que tout ça, vous voyez, ce sont des points auxquels il faut que nous nous appelons. Donc c'est un petit peu la perspective que je souhaiterais donner à la fin de cet exposé, si vous voulez. Oui, le pragmatisme a plusieurs sens possibles. Il ne faut pas les renier, il ne faut pas essayer non plus de pratiquer une forme d'œcuménisme sous prétexte que embrassons-nous Folleville. Non, il y a des désaccords. Hein. Peirce lui-même disait justement où on est réaliste, où on est nominaliste, et ça c'est une affaire. Et il disait les branches de la logique ont des ramifications sur toute notre vie. Disait-il, quand il prenait position pour le réalisme, il disait jamais le pragmatisme n'aurait pu entrer dans la tête de quelqu'un qui n'était pas convaincu de la réalité des universaux. Vous voyez, c'est un réalisme très fort, c'est un réalisme des universaux. Je n'ai pas le temps, évidemment, de vous dire en quoi je suis convaincu par sa position, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il me semble que c'est plutôt dans cette direction-là que nous avons intérêt à nous orienter les uns et les autres si nous voulons faire progresser, comme je crois nous le devons, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la société, pour la démocratie, autre chose que le pragmatisme vulgaire. Merci.